Retrouvez une méditation quotidienne sur l'application Le Monastère. Je vous souhaite une bonne écoute. La plupart des choses que nous connaissons diminuent quand on les partage. Si je donne la moitié de mon pain, il m'en reste moins. Si je partage mon temps, j'en ai moins pour moi. Si je donne de l'argent, mon compte diminue. C'est la logique de base de notre monde matériel, la logique de la rareté, et nous la comprenons si bien, si profondément, que nous finissons par l'appliquer à tout. Nous l'appliquons à nos possessions, bien sûr, mais nous l'appliquons aussi à notre énergie, à notre attention, à notre amour, à notre joie. Nous les traitons comme des ressources limitées qu'il faudrait distribuer avec prudence, en calculant ce qu'on donne et ce qu'on garde, toujours un peu inquiet de manquer. Et pourtant, il existe des choses qui fonctionnent à l'envers. La connaissance partagée ne diminue pas celui qui la transmet. La joie partagée ne se divise pas en parts plus petites. Et la gratitude, peut-être plus que tout le reste, obéit à cette logique paradoxale. Exprimée, elle ne s'épuise pas, elle se multiplie. On connaît l'image de la bougie. Une bougie qui en allume une autre ne perd rien de sa flamme. La pièce est simplement plus éclairée. Les deux flammes brûlent avec la même intensité. Et s'il y avait une troisième bougie, puis une quatrième, puis 10, la lumière croîtrait encore, sans que la première ait rien perdu. La gratitude fonctionne ainsi. Quand elle est exprimée sincèrement, pas le merci automatique, pas la formule de politesse, mais ce merci qui vient du fond et qui dit à quelqu'un « J'ai vu ce que tu as fait et ça a compté pour moi ». Quelque chose se produit qui dépasse l'échange simple entre deux personnes. Celui qui remercie ne s'appauvrit pas en remerciant. Au contraire, nommer ce qu'il a reçu le rend plus réel, plus présent, plus nourrissant. La gratitude exprimée approfondit l'expérience même qu'elle reconnaît. Et celui qui est remercié ne reçoit pas simplement un compliment. Il se sent vu. Son geste, qui aurait pu passer inaperçu, qui aurait pu se fondre dans le bruit ordinaire des jours, prend soudain de la valeur. Pas une valeur qu'on lui attribue de l'extérieur, mais une valeur qu'il avait depuis le début et que le regard de l'autre a simplement rendue visible. Les deux sont plus riches qu'avant. Rien n'a été retiré à personne. Quelque chose a été ajouté aux deux. C'est une arithmétique que notre esprit habitué à la rareté a du mal à concevoir. Et pourtant, chacun de nous en a fait l'expérience au moins une fois, ce moment où un remerciement sincère a illuminé une journée ordinaire, non seulement pour celui qui l'a reçu, mais aussi pour celui qui l'a offert. Si la gratitude est si puissante quand elle est partagée, pourquoi reste-t-elle si souvent silencieuse? C'est une question qui mérite qu'on s'y arrête, parce que la réponse révèle quelque chose d'important sur notre rapport aux autres et à nous-mêmes. Beaucoup de gens ressentent de la gratitude. Ce n'est pas le sentiment qui manque. Ce qui manque, c'est le passage entre le sentiment et l'expression. Il y a un espace entre ressentir et dire, et dans cet espace, toutes sortes d'obstacles s'installent. Le premier, c'est la vulnérabilité. Dire merci sincèrement, pas le merci social, pas celui qu'on prononce par réflexe, mais celui qui dit « Tu as compté pour moi, ce que tu as fait m'a touché, j'avais besoin de toi ». C'est un aveu, c'est reconnaître qu'on n'était pas autosuffisant, que quelque chose nous manquait et que quelqu'un d'autre l'a comblé.
Dans une culture qui valorise l'indépendance, l'autonomie, la capacité à se débrouiller seul, cet aveu peut être étrangement difficile. Nous préférons parfois garder notre gratitude pour nous plutôt que de montrer que nous avions besoin de quelqu'un. Le deuxième obstacle est plus subtil. C'est l'usure du mot lui-même. Nous disons « merci 100 fois par jour », merci au serveur, merci au livreur, merci à celui qui tient la porte. Ce merci-là est utile, il est poli, il lubrifie les interactions sociales. Mais à force de répétition, le mot s'est vidé. Et quand nous ressentons une gratitude profonde, véritable, ce même mot nous semble soudain trop petit, trop commun, incapable de porter ce que nous voudrions y mettre. Alors nous ne disons rien. Nous supposons que l'autre sait. Nous nous disons que les gestes parlent d'eux-mêmes. Nous remettons à plus tard, et plus tard devient jamais. Et puis il y a le retard. Nous pensons à remercier, mais le moment passe. Les jours s'accumulent, et ce qui aurait été naturel il y a une semaine semble embarrassant un mois plus tard. Comment remercier quelqu'un pour quelque chose qui date de 3 mois? Ce serait étrange, non? Alors nous ne le faisons pas, et la gratitude reste enfermée, intacte mais inutile, comme une lettre écrite mais jamais envoyée. Il y a enfin la peur de la dette. Pour certains, recevoir crée une obligation, une dépendance, une forme d'infériorité. Remercier, c'est reconnaître qu'on a reçu. Et reconnaître qu'on a reçu, c'est se placer dans la position de celui qui doit quelque chose. Ils préfèrent maintenir l'illusion de l'échange équitable, où personne ne doit rien à personne, où tout est en ordre, où les comptes sont soldés. Mais cette illusion a un coût. La gratitude silencieuse ne nourrit que celui qui la ressent. Elle reste un circuit fermé, une boucle interne qui ne touche pas l'autre, qui ne crée pas le lien, qui ne met pas en mouvement le cercle vertueux dont elle porte la promesse. Et avec le temps, ce qui n'est pas dit finit par ne plus être vu. Les relations où la gratitude n'est jamais exprimée finissent par ressembler à des comptabilités silencieuses, où chacun surveille ce qu'il a donné et ce qu'il a reçu en silence, sans que personne n'ose nommer ce qui est beau dans ce qui circule entre eux. Pensez à ces couples qui ne se remercient plus pour les gestes quotidiens. Non pas parce que les gestes ont cessé, elle prépare encore le café le matin, ils pensent encore à acheter ce qu'elle aime, mais parce qu'ils sont devenus invisibles à force d'être attendus. L'habitude a recouvert la gratitude, et avec l'habitude est venue une forme d'indifférence qui n'a rien à voir avec le manque d'amour. C'est simplement que ce qui n'est pas nommé finit par disparaître du champ de vision. Le silence de la gratitude ne fait pas de bruit, il ne crée pas de conflit, il ne provoque pas de crise. Il fait quelque chose de plus insidieux. Il laisse le lien s'assécher lentement, comme un jardin qu'on oublie d'arroser. Un jour, on se demande pourquoi tout semble si sec, si fatigué, et on ne sait pas que la réponse est simple. Personne n'a dit merci depuis longtemps. Que se passe-t-il au contraire quand la gratitude sort du silence? Quelque chose de remarquable qui mérite d'être regardé de près. Quand quelqu'un nous remercie sincèrement, pas le merci poli, mais celui qui prend le temps de nommer ce qu'il a reçu, de dire pourquoi cela comptait, de montrer qu'il a vu, notre premier réflexe est souvent la gêne. Nous ne savons pas quoi faire de cette reconnaissance. Nous disons « ce n'était rien », pas de quoi, c'est normal. Nous dévions, nous minimisons, nous renvoyons.
Mais si nous laissons le remerciement entrer, si nous résistons à l'envie de le dévier, quelque chose se dépose en nous. Nous nous sentons vus dans ce que nous avons offert. Et ce sentiment d'être vu, d'être reconnu, non pas pour ce que nous sommes en général, mais pour ce geste précis, ce don particulier, cette attention spécifique, ce sentiment est l'un des plus profondément nourrissants qui existent. Il ne produit pas une joie bruyante, c'est plus doux que ça. C'est une chaleur, un ancrage, une confirmation silencieuse que ce que nous avons donné a trouvé sa destination. Et cette confirmation change quelque chose en nous. Non pas de manière spectaculaire, mais réellement. Celui qui se sent reconnu dans sa générosité n'a pas besoin qu'on le pousse à donner davantage. La générosité n'est plus un effort, elle devient un élan, un débordement naturel, comme une source qui donne son eau parce qu'elle est pleine et que l'eau doit bien aller quelque part. Celui qui donne avec gratitude inspire la gratitude chez celui qui reçoit. Celui qui reçoit avec gratitude inspire le désir de donner encore. Et quelque chose commence à circuler. Quelque chose qui n'est plus du don ni de la reconnaissance séparément, mais un mouvement continu où les deux se mêlent, où l'on ne sait plus très bien qui donne et qui reçoit, parce que les deux sont présents en même temps des deux côtés. C'est cela, la gratitude qui circule. Et elle ne s'arrête pas à deux personnes. Celui qui a été remercié sincèrement porte en lui quelque chose de cette reconnaissance. Il est, pour un temps au moins, un peu plus plein, un peu plus disponible, un peu plus ouvert. Et cette disponibilité se manifeste naturellement, pas toujours envers la même personne, pas toujours de la même manière, mais quelque part dans un geste, une attention, une patience qui n'aurait peut-être pas été là sans ce merci reçu plus tôt dans la journée. Un seul remerciement sincère ne transforme pas le monde. Ce serait naïf de le croire. Mais les remerciements répétés, pratiqués avec régularité, avec sincérité, avec cette qualité d'attention qui fait que l'autre se sent véritablement vu, ces remerciements-là changent progressivement le climat d'un lieu, d'une relation, d'un groupe. Pensez à un lieu de travail où les gens ne se remercient jamais, où les efforts que sont attendus, les résultats exigés, les contributions ignorées. Ce lieu a une atmosphère, et cette atmosphère se sent physiquement, quand on y entre, quelque chose de tendu, de méfiant, de chacun pour soi. Et pensez à un autre lieu où la reconnaissance circule, pas de manière artificielle, pas par des programmes ou des initiatives forcées, mais parce que les gens ont pris l'habitude de voir ce que les autres font et de le dire. Ce lieu aussi a une atmosphère et elle aussi se sent quand on y entre. Quelque chose de plus souple, de plus vivant, de plus confiant. La différence entre ces deux lieux n'est pas une question de chance ou de personnalité. C'est une question de pratique, de ce qui circule entre les personnes et de ce qui reste bloqué. Il y a dans la tradition bouddhiste un mot pour désigner la forme la plus pure de cette circulation, mudita. On le traduit souvent par joie sympathique, la capacité de se réjouir sincèrement du bonheur des autres. Le mudita est l'inverse exact de l'envie. Là où l'envie dit « son bonheur diminue le mien », le mudita dit « son bonheur augmente le mien ». Là où l'envie referme, le mudita ouvre. Là où l'envie isole, le mudita relie. Et quand nous pouvons nous réjouir du bonheur d'autrui comme s'il était le nôtre sincèrement, pas par effort moral, pas par devoir, mais parce que quelque chose en nous reconnaît que la joie est la joie.
qu'elle ne perd rien à être ressentie par un autre. La quantité de bonheur disponible dans notre vie se multiplie immédiatement. Nous ne dépendons plus seulement de nos propres expériences positives. Nous avons accès à celles de tous ceux qui nous entourent. Chaque joie partagée avec nous, chaque bonne nouvelle reçue, chaque réussite dont nous sommes témoins devient une source de nourriture intérieure. C'est une abondance illimitée qui ne coûte rien à personne et qui enrichit tout le monde. Elle ne demande pas de circonstances particulières, pas de chance, pas de mérite. Elle demande seulement un regard qui accepte de voir le bonheur partout où il se trouve, y compris chez les autres, surtout chez les autres. Il y a dans cette gratitude qui circule, dans cette joie partagée qui se multiplie, quelque chose qui touche à la nature même du bonheur. Nous poursuivons le bonheur, la plupart du temps, selon la logique de l'accumulation. Plus de possessions, plus d'expérience, plus de réussite, plus de reconnaissance. Nous accumulons et nous espérons qu'à un moment donné, la somme sera suffisante pour que nous nous sentions enfin comblés. Mais ce bonheur d'accumulation est structurellement fragile. Il dépend de circonstances extérieures qui peuvent changer à tout instant. Et surtout, il s'émousse. C'est une des lois les plus cruelles de notre psychologie. Chaque nouvelle acquisition produit un plaisir moindre que la précédente. La 5e paire de chaussures ne fait pas autant plaisir que la première. La 10e promotion ne procure pas la même ivresse que la première. L'habituation grignote le plaisir à mesure qu'il se répète, nous condamnant à chercher toujours plus pour ressentir toujours moins. Le bonheur fondé sur la gratitude est d'une autre nature. Il ne dépend pas de ce que nous obtenons, mais de la manière dont nous recevons ce qui est déjà là. Il ne s'émousse pas avec la répétition. Au contraire, il se renforce. Plus nous pratiquons la gratitude, plus notre regard s'aiguise pour percevoir ce qui mérite reconnaissance. Plus nous remercions, plus nous trouvons de raisons de remercier. Ce cercle vertueux a une base simple. Le cerveau renforce les chemins qu'il emprunte souvent. Si nous passons nos journées à remarquer ce qui ne va pas, nous devenons experts dans la détection des problèmes. Si nous passons du temps à remarquer ce qui va bien, nous développons une expertise dans la perception des bienfaits. L'un et l'autre sont des habitudes. L'un et l'autre se cultivent. Et quand cette gratitude est partagée, quand elle sort du silence pour entrer dans la relation, le cercle vertueux s'élargit. Il ne tourne plus à l'intérieur d'une seule personne. Il circule entre les personnes. Et chaque tour l'amplifie un peu. Un enseignant que j'ai connu demandait chaque lundi matin à ses élèves de nommer une personne qui avait compté pour eux la semaine précédente et de dire pourquoi. C'était un exercice simple qui ne prenait que quelques minutes. Les premières semaines, les enfants étaient gênés. Ils disaient des choses vagues, convenues. Certains ne trouvaient rien à dire. Mais au fil des semaines, quelque chose a changé. Non pas parce que les enfants étaient devenus meilleurs ou plus sages, mais parce qu'ils avaient commencé à chercher. Sachant que le lundi matin leur demanderait de nommer quelqu'un, ils traversaient la semaine avec un regard légèrement différent. Ils remarquaient des gestes qu'ils auraient autrefois ignorés. Ils voyaient des attentions qu'ils auraient autrefois laissées passer. Et ceux qui étaient nommés le lundi matin, ceux dont on disait « Elle m'a aidé avec mon exercice » ou « Il s'est assis à côté de moi quand j'étais seul », ces enfants-là rayonnaient. Non pas d'une fierté bruyante,
mais d'une chaleur tranquille, celle de quelqu'un qui se sent vu. Le climat de la classe s'est transformé en quelques mois, pas de manière miraculeuse, pas sans heurts, pas sans jours difficiles. Mais l'atmosphère avait changé. Il y avait quelque chose de plus doux, de plus confiant, de plus vivant dans la manière dont ces enfants étaient ensemble. L'enseignant n'avait rien ajouté au programme. Il n'avait pas donné de leçon de morale. Il avait simplement créé un espace où la gratitude pouvait être nommée et ce nommage avait fait le reste. Il y a des gestes simples qui portent cette pratique dans notre vie quotidienne. Dire à quelqu'un précisément ce qu'il nous apporte. Pas le merci générique, mais le remerciement qui nomme, qui décrit, qui montre qu'on a vu. Ce que tu as dit hier m'a fait réfléchir toute la soirée, est infiniment plus nourrissant que merci pour hier. La précision est ce qui fait la différence entre un mot qui passe et un mot qui reste. Quand quelqu'un nous annonce une bonne nouvelle, restez avec la joie plutôt que de glisser vers la comparaison. Ce réflexe est plus difficile qu'il n'y paraît, parce que la comparaison est automatique, ancrée en nous par des millions d'années d'évolution dans un environnement de compétition. Mais chaque fois que nous choisissons la joie partagée plutôt que l'envie, nous renforçons un circuit différent, un circuit qui élargit notre accès au bonheur au lieu de le restreindre. Apprendre à recevoir le merci des autres sans le dévier. Ce n'était rien est la réponse la plus courante et c'est aussi la plus destructrice. Elle annule le don du remerciement. Elle dit à l'autre que ce qu'il a ressenti n'a pas d'importance, que ce qu'il a vu n'existait pas, que sa gratitude est de trop. Laissez le merci entrer, le recevoir pleinement, même si c'est inconfortable. C'est honorer le geste de celui qui remercie autant que le geste original qui a suscité la reconnaissance. Et peut-être, de temps en temps, créer dans nos cercles proches un espace où la gratitude peut être nommée sans gêne. Pas un exercice forcé, pas un rituel rigide, mais simplement un moment, une question, une ouverture. Qu'est-ce qui était bien aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a fait du bien cette semaine? Qui a compté pour toi? Ces questions ne demandent rien de spectaculaire. Elles demandent seulement de s'arrêter et de regarder. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour que la gratitude, qui était là depuis le début mais qui n'avait pas de mots, trouve enfin le chemin de la parole et, par la parole, le chemin de l'autre. Il y a une image ancienne que j'aime pour décrire ce mouvement. Une source jaillit quelque part dans la montagne. Elle ne sait pas où elle va. Elle coule simplement parce que c'est sa nature. Elle forme un filet d'eau, puis un ruisseau. Le ruisseau rencontre d'autres ruisseaux. Chacun apporte ce qu'il porte, un peu de terre, un peu de lumière, un peu de profondeur. Ensemble, ils forment une rivière. Et la rivière avance, nourrie par des sources qu'elle ne connaît pas, vers un océan qu'elle ne voit pas encore. La gratitude d'une seule personne, quand elle est exprimée, entre dans un courant qu'elle ne contrôle pas et dont elle ne voit pas toujours les effets. Ce merci que vous avez dit ce matin a peut-être changé la journée de quelqu'un qui, à son tour, a été un peu plus patient avec un collègue, un peu plus doux avec un enfant, un peu plus attentif à un inconnu. Vous ne le saurez jamais. C'est la nature même de ce qui circule. On ne peut pas en suivre le parcours. Le bonheur de vivre dans la gratitude n'est pas seulement un bonheur personnel. C'est un bonheur qui, par nature, inclut les autres. Un bonheur qui ne peut pas être gardé pour soi,
parce qu'il se nourrit précisément de la circulation. Comme le puits dont il m'arrive de parler, qui donne parce qu'il reçoit et qui reçoit parce qu'il donne, la gratitude partagée crée un mouvement qui n'a pas besoin d'être entretenu artificiellement. Il s'entretient lui-même par sa propre logique, par sa propre joie. Il y a dans cette circulation quelque chose qui dissout, doucement, l'illusion la plus tenace de notre existence. L'illusion que nous sommes séparés, que ma joie est à moi et que la tienne est à toi, que mon bonheur se construit dans mon coin et que le tien se construit dans le tien, que nous sommes des îles reliées tout au plus par des ponts fragiles. La gratitude partagée révèle autre chose. Elle révèle que les ponts ne sont pas fragiles, qu'ils sont même la structure principale. Que nous ne sommes pas des îles mais des cours d'eau, et que notre nature profonde est de converger, de se mêler, de nourrir le même océan. Peut-être que le plus grand cadeau que la gratitude nous fait n'est pas de nous rendre plus heureux, même si elle le fait. C'est de nous rendre plus proches, de nous montrer dans le geste le plus simple qui soit, dire merci et le penser vraiment, que ce qui circule entre nous est plus vaste, plus durable et plus précieux que tout ce que nous pourrions garder pour nous seuls.